Blessé le 9 septembre 1914 par un éclat d'obus pendant la première bataille de la Marne, Léon Hugon fut envoyé à l'hôpital de Tulle. Bien cher Sylvanie, je ne peux m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il valait mieux être mort que d'être blessé, au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus et l'os est fracturé. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr, lorsqu'avec des pinces, ils m'enlèvent des morceaux d'os ou des morceaux de fer. Bon Dieu que je souffre. Après que c'est fini, on me donne bien un peu de malaga, mais j'aimerais mieux ne pas en boire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me fera l'opération. Il me tarde bien qu'on en finisse d'un côté ou de l'autre. En plus de ça, je suis malade. Hier, je me suis purgé, ça n'a rien fait. Il a fallu qu'on me donne un lavement. On doit m'en donner un autre ce soir. Je ne sais pas si on l'oubliera pas. Peut-être ça me fera du bien. Enfin, je suis bien mal à mon aise. Pas pouvoir se bouger. J'ai de la peine à prendre le bouillon sur ma table de nuit. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29. Personne ne peut se bouger. Des jambes cassées et des bras ou de fortes blessures. Et presque tous des réservistes, comme moi. Je te dirais que je passe des mauvaises nuits. Si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen, tu serais bien venu me soigner et je serais été content d'être auprès de toi. Et toi aussi, ma chère Sylvanie, de me voir, ça serait été triste et une joie. Mais pas comme si je n'avais pas été blessé. Mais que faire? C'est ma destinée. Maintenant, je suis dans le pétrin et pour s'en sortir, je ne sais pas trop comment ça finira. Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant. J'ai pas voulu te le dire à la première pour ne pas te vexer, mais je vois bien que je suis obligé de t'aviser de ma situation. Ne te fais pas de mauvais sang. Je m'en fais pas parce que je suis pas seul. Vis en espoir et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir. Que je le dresserai pour travailler le bien de Vinceau. Et moi, on me fera une pension. Je crois que je la gagne. Quand bien même que je pourrais pas trop travailler, ça nous aiderait pour vivre. On ne serait pas trop malheureux et Gaston commencerait de travailler. Il y en a bien qui travaillent et qui n'ont qu'une jambe. Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu pour moi, qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort, sur chaque joue, avec Gaston, le petit chéri. Il mourut du tétanos 4 jours plus tard. Comme ses deux frères, Wilbert Spencer portait un prénom allemand, car son père, ayant vécu en Allemagne et épousé une Allemande, gardait un profond amour de la culture germanique. Ma mère. Eh bien, nous voilà à nouveau après un Noël très froid dans les tranchées. En montant au front la veille de Noël, nous avons vu 9 ou 10 lumières le long des lignes allemandes. Ce sont, j'ai dit, des sapins de Noël. Et il s'est avéré que j'avais raison. Personne n'est tiré de chaque côté au cours de la nuit, alors qu'il gelait dur. Le jour de Noël, nous avons entendu crier les mots Happy Christmas. Et nous avons tout de suite écrit Glückliches Weihnachten sur un panneau que nous avons affiché en haut. On ne tirait plus. Et alors, des deux côtés, on s'est laissé petit à petit voir davantage. Et à ce moment-là, 2 de leurs hommes se sont avancés jusqu'à mi-chemin et ont demandé à voir un officier. Je suis sorti. Et j'ai appris qu'ils étaient prêts à déclarer un armistice de 4 heures et ont proposé de porter nos morts jusqu'à mi-chemin
pour que nous puissions les enterrer. Quelques jours auparavant, nous avions subi un assaut avec beaucoup de pertes. J'ai organisé cela. Et puis, essaye seulement de t'imaginer ça. Nous sommes sortis des deux côtés, nous sommes serrés la main, avons présenté les uns aux autres nos vœux de Noël et avons discuté un peu. Vision étrange entre des ennemis. Et puis ils ont amené les morts. Je ne décrirai pas ce que j'ai vu et que je n'oublierai jamais. Nous avons enterré les corps tels qu'ils se trouvaient. Puis, de retour aux tranchées, le sentiment de haine augmentant après ce que nous venions de voir. C'était un jour de Noël très bizarre. C'était étrange. Juste après s'être serré la main et avoir bavardé avec eux, on tirait bien peu pendant les 2 heures qui ont suivi. Je viens de recevoir 2 colis. Un long paquet contenant un sapin de Noël, du chocolat, des clopes, du tabac, et un autre avec des mitaines, un cache-nez et des médicaments. Tout est bienvenu. Je n'ai pas encore eu le gilet tant attendu. J'espère qu'il n'est pas perdu. Nous sommes à présent stationnés dans une ferme pour 3 jours de repos. La famille est bien gentille, avec des fillettes âgées de 16 à 4 ans et un garçonnet. Après avoir bien respiré les douces pensées que le sapin nous a portées ici de votre part, je l'ai donné à la petite fille, à la grande joie de la famille. J'écrirai aussi souvent que possible. Mais tu dois te rappeler qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est trop beau pour écrire dans les tranchées. Votre fils qui vous aime, Wilbert. Wilbert Spencer a été tué en 1918. Le caporal Henri Floch est l'un des 6 martyrs de Wingray. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier au soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres. Mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si, au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Lettre du jeune soldat Augelgen au pasteur Ernst Georg Bars à Fekesack, un quartier de Brême.
un camp de prisonniers en Prusse, le 12 novembre 1914. Très cher pasteur, j'étais aujourd'hui même de garde et je vous envoie à vous et à votre famille mes meilleures pensées. Nous gardons ici 9000 prisonniers de toutes les nationalités et on voit ici une telle misère. Il y a un vieux Français, 64 ans, sa maison et sa ferme ont été brûlées, ses champs totalement ravagés, sa femme est morte. Et ses enfants, il n'en sait rien. Oh, je pourrais vous en citer des centaines de ces cas-là, mais cela pourrait durer longtemps. Nous verrons cela plus tard. Vous avez cependant raison de dire que les gens de chez nous, à Féquesac, n'ont aucune idée de ce qu'est la guerre. Ils ne savent rien du tout de là-bas et ne pourront jamais remercier à ces dieux de les préserver de cette misère. Ah, les prisonniers anglais, eux, n'arrivent pas du tout à s'habituer. Et ils doivent recevoir de temps à autre une bonne raclée. Parce que les camarades sont très en colère contre ces types misérables qui sont prêts à se faire tuer pour de l'argent. Portez-vous bien et au revoir. Votre Rogelgen. Le 5 février 1918, le caporal Laurie Rawlins écrit de la région de Péronne à sa fiancée. Mais comment cette lettre a-t-elle pu contourner la censure ? Ma bien-aimée, à moins d'incidents, tu apprendras tout à ce sujet. Je sais que tu serais étonné lorsque tu recevras cette lettre. Je souhaite qu'elle atterrisse en contretemps. Si un de mes supérieurs le voyait, tu aurais sûrement deviné là où j'ai eu ma première expérience du front. Oui, c'était dans le saillant d'Ypres. Ah oui, que c'était un beau baptême du feu cette nuit-là. Nous avons dû nous creuser des abris et tout le matin, le Fritz a commencé le mitraillage. Oh Seigneur, si jamais un type était effrayé, mort de peur, c'était ton bonhomme. Puis un membre de ma section a été complètement traumatisé. On appelle ça l'obusite. Lorsqu'un gros est tombé à quelques mètres du parapet. Et puis l'instinct du chef, ou de celui qui doit assumer ce rôle et remonter à la surface en moi, et je suis devenu calme, stable comme un rocher. J'avais 12 hommes en entrant, 3 en sortant. Oh, que c'était affreux. Peut-être que tu aimerais savoir quelque chose de l'esprit des hommes sur le champ de bataille à présent? Eh bien, pour dire la vérité, comme j'ai déjà fait remarquer, je serais fusillé si quelqu'un d'important dérobait ces épîtres. Tout un chacun en a plus que marre, insupportablement. Et pas un seul n'a plus en lui une once de ce que nous appelons le patriotisme. Personne n'a rien affiché de savoir si l'Allemagne possède l'Alsace, la Belgique, même la France pour tout dire. Tout ce que souhaite chacun maintenant, c'est d'en finir et rentrer. Ça, c'est la vérité nue. Et n'importe quel homme qui a été au front ces derniers mois te diront la même chose. En fait, et je n'exagère pas, le plus grand espoir d'une grande majorité des hommes est que des émeutes et soulèvements au pays forceront le gouvernement et mettre fin, quelles que soient les conditions. Alors là, tu connais la réelle situation, de source sûre pour ainsi dire. J'ajoute que moi aussi, j'ai perdu presque tout le patriotisme qui me restait. C'est seulement en pensant à vous tous là-bas
vous qui m'aimez, et attendez de moi que je fasse ma part de la tâche d'assurer votre sécurité et votre liberté. C'est seulement ça qui me permet de continuer et de m'y coller. Quant à la religion, que Dieu nous pardonne tous. Elle n'a aucune place dans une seule des millions de pensées qui occupent les esprits d'heure en heure. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, toi, et tous ceux que j'aime et qui m'aiment, car sans leur amour et confiance, je faillirais et manquerais à mon devoir. Mais ne t'inquiète pas, mon cœur, car je tiendrai le coup jusqu'à la fin, qu'elle soit douce ou amère. Ma première pensée et mon premier souci, mon guide, mon inspiration et mon éperon, étant pour toujours mes êtres chéris. Au revoir, ma bien-aimée, et que Dieu te garde tant que la tempête dure. Avec tout le plus profond amour de mon cœur, je suis, avec tout mon amour, ton Dorian. Trois mois plus tard, Laurie Rawlins a été blessé gravement et a reçu la médaille militaire pour sa bravoure. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert. Et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale, de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques, de longues nuits sans dormir. 8 jours, sans boire et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah. J'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles. Mais ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils, qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Blessé le 8 septembre 1916, Gaston Biron
mourut de ses blessures le 11 septembre. Le sergent d'active Hermann Dröge à sa fiancée Ida à Hanovre, en Allemagne du Nord, sur le front près d'Arras, le 2 août 1915. Chère Ida, aujourd'hui, une année de guerre est passée. Cela m'aurait suffi. Est-ce que la fin va bientôt venir? Sûrement que non. Mais, en général, les gens disent que si la Russie est vaincue, alors nous serons près de la paix comme jamais. Puisse Dieu leur donner bientôt raison. On en aurait un infarctus de joie. Mais peut-on encore se représenter une telle chose? Non. La guerre est bientôt devenue un métier. Nous avons eu un fort orage. La nature était déchaînée. Éclairs, tonnerres, grêle, pluie et tempête, tout cela faisait un vacarme comme aucun humain et aucun bombardement n'aurait pu en causer. Il m'est venu à l'idée que c'est Dieu qui voulait montrer aux hommes qu'il est bien au-delà de toute œuvre humaine. Le soldat allemand comprend tout cela. Et c'est les mains jointes qu'il regarde le Tout-Puissant. Si tout le monde pouvait le comprendre, alors beaucoup de mal serait épargné. Mais la coupe n'est apparemment pas encore pleine. La guerre, c'est le jugement de Dieu. Il pleut à nouveau. Mais je vais encore bien. Si je n'avais pas une telle envie de vous voir, vous et la patrie. Ce serait encore soutenable dans une position aussi calme. Mais à quoi bon les plaintes et les jérémiades? Nous devons tenir, quoi qu'il en soit. Tout le monde le sait, et chacun agit en conséquence. Les jours ressemblent presque à tous les autres. Avec le temps, cela nous abrutit. Mais comme on est tous dans la même situation, eh bien, on le vit un peu mieux. Ah, messieurs les officiers ne le voient pas ainsi. Ils mènent effectivement la belle vie, comme dit en France, comme on dit chez nous. Alors, ne me parle pas de camaraderie entre officiers et soldats. La discipline ne le permet pas. Ah, c'est déjà un grand effort quand un de ces petits dieux adresse avec dédain un mot à un soldat. Et cela de la part de gens, ce sont pourtant aussi des hommes, qui ont commencé la guerre en tant qu'engagés, avec moi qui étais leur sergent. Le soldat allemand remplit cependant son devoir pour la patrie. Hermann. Sur ce dernier point, j'en dirai davantage plus tard. Le sergent-major écossais James Milne écrit à sa femme le 20 juillet 1918. Ma très chère épouse, je ne sais pas par quoi commencer cette lettre. Les circonstances sont différentes de toutes celles qui existaient auparavant quand j'écrivais. Je ne la mettrai pas à la poste, mais la garderai dans ma poche. Si quelque chose m'arrive, peut-être que quelqu'un te l'enverra. Nous franchissons le parapet cet après-midi, et seul Dieu au ciel sait lesquels de nous s'en sortiront vivants. Je suis entre ses mains, et quoi qu'il arrive, je lèverai les yeux vers lui dans ce monde et dans le monde à venir. Si je suis appelé par lui, mon regret sera de vous quitter, toi et les petits.
J'irai vers Dieu, ton cher visage, la dernière vision que j'aurai sur terre, ton nom sur mes lèvres, toi la meilleure des femmes. Tu prends soin de mes chers petits pour moi et leur diras comment leur papa est mort. Ah, que je vous aime tous. Et alors que j'attends assis ici, je me demande ce que vous faites à la maison. Je ne dois pas faire ça. C'est déjà assez dur de rester assis et attendre. Nous pouvons sortir d'un moment à l'autre. Lorsque cette lettre parviendra, pour moi, il n'y aura plus de guerre. Seulement la paix éternelle et l'attente de te voir. Je te laisse une lutte en héritage. Mais Dieu veillera sur vous. Et nous nous rencontrons à nouveau, là où il n'y aura plus de séparation. Je ne dois rien écrire de plus, ma chérie. Embrasse les petits pour moi encore une fois. Je n'ose pas penser à eux, mes chéris. Adieu à toi, la meilleure des femmes et la meilleure des épouses, ma chérie tant aimée. Que Dieu miséricordieux veille sur toi et vous bénisse tous. Avec la même miséricorde, puisse-t-il me protéger aujourd'hui. Avec mon amour éternel, je suis à jamais à toi, Jim. James Mayne a survécu et a été réuni avec sa famille. Du soldat Louis Bloch à l'administrateur délégué de la Compagnie du Gaz de Paris. Monsieur l'administrateur, au reçu de votre lettre me réclamant la somme de 31 francs 75 pour frais de compteur, j'ai été stupéfait. Mais la guerre m'ayant appris à vaincre les surprises, je suis resté calme et n'ai rien laissé voir de mon étonnement. J'ose espérer que si, malgré le calme et le confort de vos bureaux, vous ignorez la situation actuelle, la France est en guerre contre plusieurs puissances. L'Allemagne, l'Autriche et le tutti quanti. Vous pouvez ignorer par contre que Madame Bloch et moi sommes partis chacun de notre côté pour faire notre devoir. Madame Bloch comme infirmière militaire, actuellement hôpital 73 à Vichy, moi comme soldat de 2e classe au 156e RI. Et pendant qu'avec le 20e corps, nous tenions bon au grand couronné de Nancy, permettant aux troupes du centre de remporter la victoire de la Marne, et d'éviter que les Allemands ne détériorent par bombardement quelques-unes de vos conduites, quelques-uns de vos compteurs, la location du mien marchait toujours. Je me trouvais donc dans la même situation que Passepartout, le héros de Jules Verne, qui, pendant son voyage autour du monde, avait laissé brûler son gaz. Puis j'ai combattu quelque temps dans la Somme, puis en Belgique, dans l'eau, la boue et la pourriture, en antagonisme constant avec la maison d'en face. Au mois de mai 1915, le 20e corps se dirige sur Arras et je suis de ceux qui, les premiers, sortirent de là pour commencer la marche en avant. Hélas, je n'ai pas été bien loin. Une balle allemande m'a arrêté dans ma course, sans arrêter pour cela la location de mon compteur qui, elle, continuait inexorablement sa marche ascendante. Et je frémis d'épouvante en songeant que je pouvais être tué, et que la location de mon compteur aurait continué jusqu'à la consommation des siècles, la seule qui soit gratuite. Je veux croire, monsieur, que cela n'est pas sérieux, et que vous ne réclamez pas cette somme en pleine connaissance de cause, car enfin, que ce compteur qui ne compte rien du tout, soit là, chez moi, ou dans vos entrepôts, n'est-ce pas la même chose? Enfin, je vous demande de reprendre votre compteur et d'arrêter les frais, je vous en prie. Mais veuillez me tenir au courant de votre décision,
afin que, lorsque je retournerai au feu, ce soit le cœur léger ou le front soucieux, suivant votre décision. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur délégué, mes respectueuses salutations. Louis et Lucie Bloch survécurent à la guerre, et les archives ne gardent aucune trace de la réponse de l'administrateur délégué de la compagnie de gaz de Paris. Mathias, un jeune soldat, lit une lettre de sa mère qui habite dans une petite ville du royaume de Bavière, entre Prusse et Autriche-Hongrie. Elle écrit le 23 juin 1916. Cher Mathias, merci de tout cœur pour ta carte lettre. Vous devriez pourtant avoir le droit d'écrire un peu plus simple. Dimanche dernier, la situation a dérapé à Munich. Les pauvres femmes doivent faire la queue des nuits entières afin de recevoir de la viande le matin à la banque alimentaire. Elles ne reçoivent pas de ticket de pain, pas de ticket de beurre, et sans carte, on ne reçoit rien. Alors, ces cochons de Prussiens, ça devait être un officier, a dit qu'elles devraient mener leurs enfants dans les champs et qu'ils y mangent l'herbe. Alors, la tempête s'est déchaînée. Les militaires ont dû battre en retraite. Pourtant, eux, ils aident les pauvres gens. Mais la police montée est arrivée. Et ils ont frappé avec leurs sabres. Ils en ont tué un. Et il y a eu beaucoup de blessés. Quelques-uns ont été piétinés, et tout cela a duré de 4h de l'après-midi jusque tard dans la nuit vers 1h. Les cafés où les gros brunets se retrouvent ont été pris d'assaut. Des fenêtres dans les rues Neuhäuser et Koffinger ont été brisées. Les femmes, elles, se sont rassemblées sur la place Notre-Dame. On en parle un peu dans le journal, mais tout cela a été tenu secret. Il y est dit que tout cela est navrant, que les militaires ont aidé les gens, femmes et enfants, mais c'est de la manipulation. Pendant que les pères et les fils, eux, peuvent aller se faire saigner dans cette supercherie. Oh, tout le monde dit que ça aurait été mieux d'avoir choisi les Français, que cette racaille de Prussiens serait dans de beaux draps. Nous, à la campagne, on n'a pas de quoi se plaindre. Mais eux, dans les villes... Ah, cher Mathias, écris-nous donc aussitôt que tu peux. Les voisins te saluent bien fort, et de notre côté, nous t'embrassons, ton père, Thomas, et particulièrement ta mère. Reportage dans le journal Rosen Free Press, Iowa, le 23 octobre 1918. Chester Tripp et les autres gars de Rosen, de la 88e division, en France, attendent impatiemment les premiers tours dans les tranchées. Chester nous écrit du camp d'entraînement. Are you gonna keep them down on the farm, down on the farm, down on the farm? Are you gonna keep them down on the farm, now that they've seen Paris? Quelque part en France, j'ai pris un bain et lavé mes vêtements ce matin dans un torrent alpin. Oh, oui, c'est froid, même plus froid que ça. Mais de petits conforts tels un bain chaud ne sont plus qu'une espèce d'obscur souvenir pour nous autres. Je pense que tout va comme d'habitude à Ruthven.
Bientôt, ce sera temps pour le pelage du maïs. Un cultivateur américain mourrait de faim dans ce pays car il serait obligé de revenir à l'agriculture des premiers pionniers. Je ne vois pas trop de différence entre anglais et français pour ce qu'il est de coutumes ou habitudes. Seulement qu'il est totalement impossible de comprendre un satané mot de ce que disent les Français. Pour moi, ça ressemble davantage à une vieille poule avec 22 poussins qui essaie d'éloigner une ribambelle de chiots. Nous n'avons plus de tabac depuis 2 jours. On peut obtenir des marques anglaises, mais ça n'a guère le goût de tabac. On devrait s'en contenter jusqu'à atteindre un camp américain. Le sergent-chef Johannes Wierich, un instituteur mobilisé dans l'infanterie, écrit à ses parents, qui habitent près de Bonn, non loin de la frontière du Reich avec la France, sur le front, 29 mars 1916. Mes chers, j'avais oublié jusqu'ici de dire que le beurre et le gâteau sont arrivés depuis quelques jours. Le beurre tombe particulièrement à pic. Bien sûr, ici on en reçoit de temps en temps, mais tellement peu que cela ne vaut vraiment pas la peine de le mentionner. Hier matin, j'étais en observation d'artillerie derrière l'opposition sur une colline. Là, je me suis amusé quelques heures avec la lunette périscope. Grâce à elle, on peut observer en détail la position française et aussi l'arrière-pays. Sur les routes, peut-être 10 km en arrière, on voit des voitures et des automobiles circuler. Et les villages semblent encore être en partie habités, bien qu'ils aient reçu quelques tirs d'artillerie. Ici ou là, on voit même quelques paysans. Ainsi, j'en ai vu un avec sa bêche qui creusait dans son jardin. Mais le plus beau est ce qui suit. Tout seul, en plein champ, près d'un bosquet, est soudain apparu un paysan avec 4 chevaux. Et il a commencé à labourer. Il a fait quelques allers-retours, quand tout à coup, un obus est tombé à proximité. Et il a continué à travailler tranquillement. Un deuxième obus est tombé un peu plus près. Au troisième, les chevaux semblaient s'affoler. Et le quatrième a éclaté si près que le paysan a sauté dans son sillon. Et puis il en est ressorti et s'en est allé au plus vite derrière le bois. Les artilleurs s'en font toujours une joie. À un endroit de la tranchée française, 2 types ont soudain fait éruption. C'étaient 2 fantassins français, avec leurs fusées et leurs pacos. Vraisemblablement, ils partaient en permission. Cela, on ne leur a pas tiré dessus. Et voilà, c'était une matinée très intéressante pour moi. J'essaierai d'y retourner prochainement et plus régulièrement. De tout mon cœur, votre Johan. Quelques mois après cette lettre, Johannes Wierich est déclaré disparu par la Croix-Rouge internationale après avoir été engagé dans la bataille de la Somme. Il avait 23 ans. Un extrait du carnet de guerre de Louis Barthas, Tonnelier, février 1919. Pour maintenir le moral au cours de cette guerre, pour la justifier, on a menti cyniquement en disant qu'on luttait uniquement pour le triomphe du droit et de la justice, qu'on n'était guidé par aucune ambition, aucune convoitise coloniale ou intérêts financiers et commerciaux. On a menti
en nous disant qu'il fallait aller jusqu'au bout pour que ce soit la dernière des guerres. On a menti en disant que nous, les poilus, nous voulions la continuation de la guerre pour venger les morts, pour que nos sacrifices ne soient pas inutiles. On a menti. Mais je renonce à écrire tous les mensonges sortis de la bouche ou sous la plume de nos gouvernants ou journalistes. La victoire a fait tout oublier, tout absoudre. Il la fallait coûte que coûte à nos maîtres pour les sauver. Et pour l'avoir, ils auraient sacrifié toute la race, comme disait le de Castelnau. Et dans les villages, on parle déjà d'élever des monuments de gloire, d'apothéose aux victimes de la grande tuerie, à ceux, disent les patriotards, qui ont fait volontairement le sacrifice de leur vie. Comme si les malheureux avaient pu choisir, faire différemment. Je ne donnerais mon obole que si ces monuments symbolisaient une véhémente protestation contre la guerre, l'esprit de la guerre, et non pour exalter et glorifier une telle mort, afin d'inciter les générations futures à suivre l'exemple de ces martyrs malgré eux. Si les morts de cette guerre pouvaient sortir de leur tombe, comme ils briseraient ces monuments d'hypocrite pitié, car ceux qui les y élèvent les ont sacrifiés sans pitié. Liam O'Flaherty a été dans la garde irlandaise de l'armée britannique à Ypres en 1917. Devenu écrivain après la guerre, il ne s'est pourtant jamais remis de l'incident qu'il raconte ici. Nous traînâmes plusieurs caisses et sacs de rations dans un trou, proche de la voie ferrée que les obus avaient arrachée. Une des caisses était fracassée. Elle contenait des bouteilles de whisky et de bière brune. Un des deux hommes brisa le goulot d'une bouteille de whisky contre la crosse de son fusil et il porta à ses lèvres ce goulot déchiqueté. Soudain, un peloton de gardes irlandais apparut près de nous, à notre droite. Les obus éclataient en si grand nombre que leur corps, plié en deux, se détachait clairement contre le ciel. Un officier, le revolver au poing, s'avançait à leur tête, hurlant et jurant. L'homme me tendait la bouteille de whisky et je la portai à mon visage, tout en observant les ravages que faisait le feu ennemi parmi les corps penchés des hommes en marche. Quelqu'un cria « En avant, les Irlandais !» Je rendis la bouteille, sans cesser de contempler fasciné ces hommes qui tombaient. Où allaient-ils? Devais-je me précipiter à leur côté pour prendre part à l'action? Puis, au moment même où l'homme me repassait la bouteille pour une nouvelle lampée, un rugissement, un éclair m'enveloppèrent. Un obus venait de tomber dans notre trou, tuant les deux hommes avec qui je buvais. Mon premier souvenir après cette explosion est de m'être trouvé assis dans un cratère, en face d'un soldat qui se vidait de son sang, car son bras droit avait été emporté au-dessus du coude. Deux hommes s'efforçaient de bander la plaie, mais il faisait très sombre et le blessé, refusant de se tenir tranquille, ne cessait d'agiter son moignon en disant « Jésus, Marie, Joseph, je vous offre mon cœur et mon âme. » Je me mis à rire. Puis je braillai le plus fort que j'ai pu. « En avant, les Irlandais !» Un des deux secouristes se retourne pour lancer « Ferme-la, petit chaligot !» Puis il me gifla d'une main qui dégoulait du sang de la blessure. « Il est foutu !» dit d'une voix. Inutile de perdre notre temps avec lui. Emmenons plutôt ce gars-là. Je me débattis
mais je fus vite à bout de force, et ils me conduisirent à l'infirmerie. Je me rappelle avoir vu un médecin se pencher sur un homme dont le ventre bêait. Puis quelqu'un lança « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? C'est là que ça te fait mal? » Il sortit de ma tunique un morceau de chair déchiquetée. Puis j'ai le vague souvenir de m'être trouvé dans une ambulance qui roulait en cahotant sur une route où tombaient des obus. Ensuite, les choses devinrent de plus en plus vagues. Je restai longtemps allongé sur une civière quelque part. Puis on me mit dans un train, en face d'un type aveugle qui ne cessait de gémir qu'il ne reverrait plus jamais les cheveux de sa femme. Et c'était si beau à la lumière du feu, disait-il. La dernière fois que je suis retourné chez nous en permission, on s'est assis au coin de l'arc et j'ai su que je ne la reverrai plus. Ah, bon Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui veut bien abréger mes souffrances? Puis vers le milieu de la nuit, on me mit au lit. Ce fut là que je repris tout à fait conscience, mais pour une minute seulement, au même moins. Soudain, je m'aperçus qu'une femme en blanc était penchée sur ma couche. Ce fut le parfum de ses cheveux, les effluves qui dégageaient son corps, qui me rendirent conscient de sa présence. J'étais allongé, les yeux fermés, et lorsque je les ouvris, en percevant son odeur, son visage était tout près du mien. Je crus que c'était ma sœur et que j'avais fait un cauchemar. Ou peut-être était-ce lorsque ma sœur était entrée dans la chambre pour m'annoncer que la guerre venait d'être déclarée. Cette fois-là, j'avais bondi de mon lit et poussé un hurrah, transporté d'excitation. Mais maintenant, je levai les bras et empoignai l'infirmière par les épaules en lui murmurant « Oh, où étais-je? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher plus tôt? » Le sous-lieutenant Waldemar Müller servait avant la guerre comme réserviste. Il était architecte. Il écrit à ses parents qui vivent sur le Rhin. L'auteur a rendu illisible le lieu depuis lequel il écrit. C'est le 10 janvier 1916. Chers parents, nous avons été engagés à nouveau en ce début de janvier. Le 9, nous avons mené une grande offensive afin de prendre certaines tranchées françaises. Les tranchées ont été aspergées avec du feu liquide. Depuis notre poste d'observation, à la batterie, on pouvait tout bien voir. Tout était enveloppé par la vapeur et la fumée noire à travers laquelle on voyait des traits de feu surgir. L'éruption d'un volcan doit ressembler à quelque chose de ce genre, et en plus on entendait le bruit assourdissant de toutes les batteries qui pilonnaient et donnaient un tir de barrage. Tout a dû brûler dans les tranchées françaises. Nous avons pris les 2 parties de tranchées, et le tout n'a duré qu'une demi-heure. On ne lira naturellement pas dans le journal que c'était grâce à une attaque au lance-flammes. Et le rapport français n'en dira, bien entendu, rien du tout non plus. Ce que j'ai écrit ici, vous ne devez l'écrire et n'en parler à personne. J'ai rayé aussi le lieu depuis lequel je vous écris. Les tranchées au nord de Massige et celles de la ferme de Champagne ont été prises. Notre position de batterie n'a pas encore été découverte par les Français et ils ne la découvriront certainement pas.
Je souhaite un très bon anniversaire à maman du fond du cœur. La prochaine fois, envoyez-moi aussi encore une bouteille de bouillon cube pour la soupe. Ils sont très bons. Pensez du fond du cœur, Waldo. Waldemar Müller a survécu à la guerre. Eugène Poezevara avait 18 ans en 1914. Gazé sur le front, il mourra d'épuisement dans les années 20. Voici une de ses dernières lettres. Dans la plaine de la Veuve, en Lorraine, le 13 novembre 1918. Chers parents, cette fois je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9 novembre, à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Wèvre. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures, sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe sous Douaumont. Nous passons la dernière nuit de guerre. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais. Les brancardiers ne pouvant plus marcher car le Boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures. Tout est bien fini. Alors la triste corvée commence. D'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, il nous faut rester là, mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à 2 heures. Et c'est fini.